Non, je vous montre un téléphone. Tu vois, Nina, on était à Paris, il y avait Christophe Henry, on va aller vers le train. Je vais rentrer dans l'église là. Ah oui, il faut un événement bien triste pour qu'on se voit. Comme vous l'avez connu et comme vous le savez, chacun de nous le portait à cœur différemment. Et aujourd'hui, cet hommage, c'est du fond du cœur. Et ceux qui sont là aujourd'hui, c'est ceux qui portent vraiment Joseph à cœur. L'église Sainte-Rita vous accueille aujourd'hui, vous savez dans quelles conditions. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de dire un mot à Joseph parce qu'il nous écoute. Je me présente Nicolas Stocker, je suis président délégué des Arches de Sainte-Rita. Nous nous battons depuis des années maintenant pour sauver cette église. Considérons que l'ensemble des lieux de culte sont respectables, ils ne doivent surtout pas être démolis, en particulier lorsqu'ils sont démolis pour des raisons de spéculation immobilière. C'est pour cette raison que nous nous sommes opposés, avec une accélération de l'histoire sur Sainte-Rita au mois d'octobre, à cette démolition. Nous avons réussi à retrouver l'accès à notre église. Une des personnes, un des représentants de ceux qui ont libéré cette église s'adressera à vous pour un mot de bienvenue juste après. Sainte-Rita est là, et vous le savez, avocate des causes désespérées. Ça ne veut pas dire des causes perdues, vous vous êtes rendu compte, des causes désespérées. Elle est avocate, elle est très proche de cette notion religieuse du paraclet, le Dieu vivant, le Dieu qui intercède, le Dieu qui console. Elle est donc liée au métier d'avocat. C'est pour cette raison que nous avons, bien évidemment, quand nous avons appris la douleur qui frappait Christine Tazin, Claire Cassen, chacun d'entre vous qui militez dans le cadre d'associations qui sont tout à fait respectables politiquement, comme toute association. Il est évident que les Arches de Sainte-Rita sont apolitiques. L'Église n'a pas à entrer dans les clivages politiques, ce qui ne nous empêche pas, bien évidemment, d'être à vos côtés, et je pense que c'est le rôle de l'Église. L'Église Sainte-Rita en particulier se veut une Église dans son siècle, et une Église dans la société, non pas en dehors de la société, mais accompagnant. Et donc, c'est naturellement qu'aujourd'hui, nous vous accompagnons dans votre deuil, nous vous accompagnons dans la souffrance qui est la vôtre. Un avocat, c'est un métier formidable. Heureusement qu'il y a des avocats, heureusement qu'il y a ce métier. Vous savez combien ce métier aujourd'hui est en difficulté. Il y a eu des manifestations dernièrement par rapport aux avocats. Et puis il y a des avocats qui sont la cible, en particulier, à la fois d'une hiérarchie d'avocats, de grands organismes d'État, d'institutions, parce que ce n'est pas un métier facile, en particulier quand il défend la liberté d'expression. Vous savez le droit actuel sur ce sujet, vous savez combien la liberté d'expression est menacée en France aujourd'hui. Et donc nous avons tout particulièrement besoin d'avocats. C'est donc une perte immense. Toute mort d'homme est une perte immense. Mais là, c'est une perte immense de perdre son avocat. Hein. Je crois qu'ils vont vous en parler, Christine et Pierre en particulier. Alors, nous sommes là pour vous accompagner. Nous avons nous-mêmes des avocats pour défendre notre cause, qui ont des difficultés aussi, parce qu'ils défendent eux-mêmes des causes qui sont non seulement des causes désespérées,
En boutade, il y a 1 an et demi, 2 ans, on disait, je me rappelle que Christine était là, une émission de Radio Courtoisie, que je co-animais avec Alain Bournazel, et on disait, oui, les causes désespérées, la France en est une cause désespérée, aujourd'hui. Mais voilà, c'est la bonne nouvelle du début du mois d'octobre, les causes désespérées ne sont pas des causes perdues. Ce ne sont pas des causes perdues, ce sont des causes qui sont difficiles, qui nécessitent justement des combats qui nous obligent à nous dépouiller. Mais il y a de l'espoir. Et donc c'est le message, ce message d'espoir en particulier, que je voulais vous adresser ce soir. Merci de votre attention. Bonsoir, moi je m'appelle David, je fais partie des personnes qui occupent ici. On est un collectif ici, on occupe l'église, on est des citoyens. On pense qu'ici, dans ce pays, il y a un problème de démocratie. Et voilà. Beaucoup de personnes sont ici pour différentes motivations, certains plus catholiques que d'autres, mais certainement, nous, notre cheval de bataille, c'est vraiment la démocratie. On pense qu'on doit avoir des consultations populaires pour tout ce genre de décisions, la destruction des lieux de culte, mais c'est un symbole en même temps, parce que sur tous les sujets de notre société, on demande de la consultation. Le peuple prendrait d'autres décisions s'il était consulté. C'est pour ça que nous sommes ici aussi. Et donc on organise maintenant un référendum pour en montrer l'absence, en fait. Les gens doivent comprendre que, étant donné qu'il n'y en a pas, c'est à nous de les organiser et de montrer que c'est possible et obligatoire dans une nation où le peuple est souverain. Donc il faut vraiment qu'on prenne tous conscience de ça. C'est pour ça qu'on est là. On a besoin de nous participer aux décisions qui se passent dans ce pays. Est-ce qu'on veut partir en guerre? Est-ce qu'on veut ces énergies qu'on nous propose, la politique agricole? Tout, on doit intervenir dessus. C'est pour ça qu'on est là. Et aussi sur la destruction des lieux de culte, qui est la question ne se pose même pas. Donc voilà. Et on est content de vous accueillir ici, d'avoir ouvert ça pour que vous puissiez faire ces choses. Merci. Merci à vous tous d'être là. Et merci à l'église Sainte-Rita. Ça commence mal, désolée. L'église Sainte-Rita, c'est tout un symbole et qui convient tout à fait pour l'hommage que nous voulons rendre à Joseph. D'abord parce que c'est une église de la résistance, puisqu'on vient de vous en parler. Ce sont des gens qui se battent pour dire non à des décisions purement financières, purement on va dire mondialiste, parce qu'on est vraiment là-dedans. Et ce sont des gens qui sont donc pour une forme de résistance. Nous avons commencé à soutenir le combat de Sainte-Rita il y a déjà pas mal de temps, il y a 1 an et demi, 2 ans. Nous étions, nous les laïcs, athées pour un certain nombre, nous étions là à manifester pour que Sainte-Rita demeure, parce que c'est notre patrimoine, c'est le patrimoine de la France, qu'on soit croyant ou pas, et il est important que des lieux de culte persévèrent. Et une église gallicane, pour nous qui sommes anti-européistes, c'est pour nous important, c'est vraiment une église complètement indépendante, qui ne dépend d'aucune superstructure, exactement comme nous on voudrait que la France ne dépende pas de l'Europe. Donc il y a là une multitude de symboles finalement, et quand on a voulu rendre hommage à Joseph, évidemment, on s'est posé la question du lieu, et évidemment, on s'est dit que par rapport à l'homme qu'il était, par rapport aux circonstances, un lieu où il y avait du sacré, qu'on soit croyant ou pas, il y a du sacré dans une église, par rapport à son passé, par rapport à la façon dont on voit le monde, c'était quelque chose de bien, et on a tout de suite pensé à Sainte-Rita, parce que justement, on est dans une église qui est ouverte à tous, qui ne demande pas vraiment est-ce que vous êtes baptisé, est-ce que vous êtes ceci, est-ce que vous êtes cela pour avoir le droit d'entrer. Vous êtes là et c'est merveilleux. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Nous avons commencé, nous avons prévu quelques petits morceaux de musique correspondant à Joseph, et nous avons commencé par un extrait de la 3e de Beethoven. La 3e de Beethoven, elle était écrite au 19e siècle, au début du 19e siècle, en hommage à Napoléon Bonaparte, enfin à Bonaparte, premier consul, tout simplement parce qu'on avait
Beethoven avait ce besoin de rendre un hommage à un héros. Et cette troisième de Beethoven a été jouée lorsqu'il y a eu les attentats de Munich, les attentats après les Jeux Olympiques de 1972, pour rendre hommage aux victimes du terrorisme. Et il nous a semblé que cette troisième de Beethoven correspondait parce que Joseph, pour nous, c'était un héros à sa façon. Et on vous expliquera pourquoi, et chacun aura la possibilité de dire et d'expliquer pourquoi, comment il le sent. Et qu'il est victime d'une forme de terrorisme. Pour ceux qui ont lu son livre Testament, ils comprendront de quoi je parle. Il a subi un véritable harcèlement, il a subi une véritable mise à mort qui a duré pendant des années, sans jamais nous en parler. Et donc, c'est quelqu'un qui effectivement est tombé sous des balles de terroristes d'une certaine façon. Voilà, même si c'est lui qui a mis fin à ses jours pour mettre fin à ses tourments. Alors, Joseph, je crois que j'en redirai quelques mots après. Nous avons eu deux messages, un d'un de ses anciens collègues de Guy Sebag qui nous a envoyé, qu'on va lire. Naturellement, cette cérémonie est la cérémonie de tous. Seul, en dehors de Christine et de moi et de ceux qui nous font la gentillesse de nous accueillir, nous avons donc eu Guy Sebag qui a défendu la cause avec Joseph à plusieurs reprises, qui maintenant vit en Israël, mais qui a tenu à envoyer un message. Et nous avons également notre ami Pascal Ilout, qui salue l'ensemble de l'Assemblée, qui, n'ayant pu être présent, nous a envoyé malgré tout cet après-midi un message, et ça sera Bernard qui le lira tout à l'heure, Bernard Dick. Malgré tout, naturellement, cette cérémonie est la cérémonie de tout le monde, et ceux qui ont envie, avec leur cœur, avec leur émotion, même de dire quelques mots, naturellement, la parole est libre, la parole est ouverte. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas que Guillemets les chefs qui prennent la parole, tout le monde est vraiment le bienvenu pour rendre hommage à sa façon à notre ami Joseph. Je vous lis déjà le message de Guy Sebag, qui était avocat et qui a fait partie de l'ensemble de nos avocats, donc des avocats de la résistance. Cher Joseph, cher confrère, quand l'arbitraire existe au sein même de la justice, la crédibilité de l'État rappelle celle du Titanic. C'est une citation de Joseph Sipiliti dans son journal Indélicat, page 162. Est-ce la raison du scandale que tu as provoqué ? Je t'ai trop peu connu pour prononcer ton éloge funèbre. Mais les quelques échanges que nous avons eus lorsqu'il m'a fallu intervenir à tes côtés pour notre camp politique, dit d'extrême droite pour les partisans du politiquement correct, ils m'ont fait apprécier ta rigueur morale, ta farouche existence légaliste. Malgré cette grandeur morale qui élève très haut les principes déontologiques de notre profession, tu n'as jamais eu ce caractère ombrageux des justiciers, mais bien au contraire, tu faisais témoignage de la charité spontanée des âmes généreuses. Je te savais trop respectueux de justice, scrupuleusement légaliste, pour te faire justice toi-même. Ton acte contre ton bâtonnier d'abord, je sais que tu le réprouves, puis, en te condamnant à mort, exécutant la sanction suprême pour sanctionner l'âme que tu réprouvais. Alors, pour quelle raison as-tu franchi cette ligne rouge ? Ton testament est un réquisitoire accablant contre le barreau de Melun et ses conflits d'intérêts que tu dénonces à juste titre et qui furent pour toi souffrance, principalement pour l'idée de justice que tu exigeais de l'institution à laquelle tu t'étais dévoué. Je dois te dire que j'ai été choquée par le message diffusé par le CNB qui a dénoncé ton acte et exprimé ses condoléances à la famille de ton bâtonnier sans t'accorder le moindre regard, condamnant implicitement ton acte au nom d'un système usé jusqu'à la corde et faisant fi de la douleur de ta famille. Voilà mes condoléances, cher Joseph, cher confrère. Que ces quelques mots puissent consoler tes proches et que mes convictions religieuses m'incitent à prier le Seigneur de t'accepter à ses côtés. Je vous lis le message, l'hommage de Pascal Ilout à son avocat, à Joseph. Cher Joseph, te voilà donc parti,
et me voilà devant ton fait accompli. Je me tiens là, devant ta mort, toi l'avocat et militant à mes côtés, défenseur d'une certaine idée de la justice, contre l'islam et contre ces flagrantes injustices faites aux femmes, donc à tous les humains, partout où ils s'introduisent. C'est dans notre lutte commune contre l'islam et contre l'islamisation de la France que nous nous sommes retrouvés. Aujourd'hui, je déplore ton absence et j'ai un grand regret, ne pas t'avoir connu de plus près. Je m'en suis tenu, comme toi d'ailleurs, à une relation de client à avocat et vice-versa. Ton journal indélicat m'éclaire tout de même sur certains aspects de ta personnalité que je n'ai fait qu'entrevoir. Tu es sensible, très sensible, à tel point que tu en étais certainement malade et tu étais sincère à en mourir, souvent contre tes propres intérêts. Tu as le courage de ne pas nous cacher tes fragilités, ta maladie, tes insomnies. Tu oses nommer ta négligence et tu prends bien ta part de responsabilité dans la descente aux enfers. Notre système légal et fiscal a fini par t'y précipiter, comme tant d'autres de tes clients qui se suicident en silence, sans que personne n'en parle. Tu as au moins le mérite de faire réfléchir ta profession sur les rapports de force qui la régissent et de nous faire réfléchir sur les rapports de force qui font que notre état de droit risque d'être un trompe-l'œil. État de droit entre guillemets. C'est à travers ton testament que se dessine un peu mieux ta personnalité dans mon esprit. Tu es un esprit libre, totalement libre. Tu m'impressionnes par ta droiture, inflexible, à la limite de la raideur, surtout lorsqu'il s'agissait de défendre nos systèmes judiciaires contre les excès oraux de notre ami commun, Pierre Casson. Pourtant, tu connaissais mieux que quiconque les limites de ce système judiciaire et de notre état de droit, mais cela ne t'empêchait pas de tempérer la fougue de notre ami Pierre et de nous ramener à chaque fois sur le chemin de la tempérance. Tu te révèles finalement comme un être plutôt complexe. Tu cherches toujours la juste position, mais si tu sais qu'elle est intenable ou du moins difficilement tenable. Mais voilà, tu t'es révélé un peu excessif, sinon, selon mon jugement humain. Tu t'es épuisé dans la bataille au lieu de t'épargner un tant soit peu, de prendre un peu de recul et de veiller au maintien de ta santé. C'est ce que je reproche à beaucoup de nos amis communs qui se tuent à petit feu. J'avoue que je préfère avoir des amis militants qui s'épargnent, ne s'épuisent pas et ne se mettent pas dans des situations intenables vis-à-vis des différents pouvoirs et adversaires. En tant qu'esprit libre, comme toi, je ne vais pas cacher ma petite vérité face à ta mort. La justice, avec un grand J, n'est pas de ce monde. Tu le savais et nous le savons tous. Nous n'avons que la justice que nous méritons et que nous façonnons à travers nos propres luttes sociales et politiques. Tu ne pouvais pas attendre que notre système judiciaire soit totalement juste et tu n'avais pas le droit de tirer sur un être humain, même s'il avait été jugé coupable par nos semblables. J'aurais préféré que tu continues à militer à nos côtés, quitte à mettre beaucoup d'eau dans ton vin et accepter quelques compromissions avec notre monde, bancal comme il est. C'est de cette façon, je crois, que nous pouvons nous épargner et contribuer à redresser quelques torts et préparer les consciences de demain. J'espère que ton acte, avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord, fera réfléchir mes amis qui se tuent à la lutte et prennent beaucoup de risques pour leur santé avec nos adversaires qui détiennent différents pouvoirs, surtout celui de nuire aux militants libres que nous sommes. Malgré ces divergences, je m'incline devant toi et te salue, cher Joseph. Nous continuerons ta lutte et nous ne céderons pas. Voilà la fidélité que je te dois. Pascal Ilout.
Joseph a adhéré à Résistance républicaine dès juin 2010 en disant « Je partage votre combat contre l'islam et je mets mes compétences d'avocat à votre service ». Et il a été un conseiller permanent. Il a répondu sans cesse à nos demandes. À nos demandes de conseil. Il nous a défendus avec une disponibilité incroyable. Il a fallu que l'on se fâche pour le payer. On sait maintenant qu'il était dans une situation financière difficile. J'ai découvert avec horreur sa situation financière avec le document et j'ai constaté qu'encore en 2014, il avait renouvelé sa cotisation de Résistance républicaine en payant le double du prix normal. C'est une émotion incroyable. C'est quelqu'un qui avait mis un certain nombre d'espoirs en vous, en nous, en tous ceux qui se battent contre l'islam, et parce qu'il avait des valeurs, il considérait que c'était un danger majeur. Il avait vraiment compris, au nom des valeurs, au nom de la République, au nom de tout ce qui le tenait debout, que nous devions absolument nous opposer à tout ce qui est en train de saper notre civilisation. Alors Joseph, vous lui envoyiez un courriel, vous l'appeliez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il répondait tout le temps présent. Et il nous donnait des conseils. Alors parfois, on ne les suivait pas. Alors il n'était pas content, parce que de temps en temps, on a eu des échanges où on n'était pas d'accord. Hein, on lui disait, est-ce que tu crois que ce texte, ça va passer? Alors il nous disait, oh non, il ne faut pas le faire. Et puis on se dit, ah oui, mais quand même, on ne peut pas s'empêcher de dire ça. Alors il grognait, quand même, à quoi ça sert que je vous donne des conseils si vous ne les suivez pas? Mais on a eu comme ça une histoire d'amitié très profonde, très forte, pendant 5 ans. Et c'était une sécurité pour nous de savoir qu'il était là, de savoir qu'on pouvait lui demander son avis. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est attaqué, on est diffamé, qu'est-ce qu'on fait? Il avait toujours la réponse avec la disponibilité. Et c'était en plus quelque chose d'amical. Et on l'avait au téléphone, jamais il ne parlait de lui, jamais il ne parlait de sa vie privée, mais il parlait de la France, il parlait des lois, il parlait des dangers majeurs, et puis il nous demandait toujours si on allait bien. Et quand on lui disait « toi, ça va », sans rien d'autre. Donc c'est vraiment un hommage à un ami, à un conseiller et à un avocat hors pair. Pour ceux qui ont eu la chance de l'écouter plaider, je crois qu'ils en gardent un souvenir ébloui. C'était quelqu'un qui travaillait énormément ses dossiers, qui allait chercher des jurisprudences, des exemples, partout où il le fallait, et qui sortait tout cela devant le tribunal avec des dossiers extraordinaires, paisiblement, tranquillement, mais avec une détermination sans faille. C'est le souvenir qu'on gardera de lui. On gardera aussi le souvenir des moments conviviaux où il participait à des fêtes privées, à des réunions entre militants et où il riait de bon cœur parce que Joseph aimait rire. Même ces derniers temps où apparemment ça n'allait pas et on ne l'a pas su, on l'avait au téléphone et on pouvait rire, on pouvait plaisanter d'un certain nombre de choses. C'était vraiment quelqu'un d'une force incroyable. Et j'en veux encore plus au système et aux hommes qui l'ont broyé. Monsieur, simplement qu'au lieu d'avoir 100 personnes ici à Paris, on devrait être 100 000. Ah oui. Alors Joseph, je vais m'adresser directement à lui. Joseph, tu nous en as caché des choses. Tu nous en as caché des choses jusqu'au bout. Quand nous avons lu ton journal indélicat, Christine le disait, c'est vrai que il a été mon premier avocat. On a souvent dans l'idée de se dire que les avocats ne font pas partie des métiers, on va dire, les plus touchés par la crise. On pense que les avocats, très souvent, sont une profession plutôt socialement favorisée. Et c'est vrai que quand, Joseph, tu nous disais que surtout pas un sou
Surtout pas un centime de dédommagement. Surtout, vous ne me donnez rien parce que vous m'insultez en me donnant quelque chose et que moi, je fais ça pour la cause. Jamais nous n'avions envisagé de lire ces lignes et de lire la situation économique dans laquelle ceux qui te harcelaient depuis des années t'avaient mis. Jamais nous n'avions envisagé ça. De même, la veille de notre premier procès avec Pascal, qui a envoyé un message, quand nous avons, comme le disait Christine, quand nous avons tapé du poing sur la table, parce que ça s'est vraiment passé comme ça, c'est-à-dire que nous avons dû dire à Joseph, pardon pour la trivialité de l'expression, tu nous fais chier et tu vas prendre ce chèque, tout simplement parce que nous savions l'énergie qu'il avait mis dans ce procès, le temps qu'il avait passé, et que s'il nous disait qu'il ne voulait pas gagner d'argent, nous lui disions au moins tu ne dois pas en perdre. Et donc il a vraiment fallu, et bien évidemment la lecture de ce journal nous n'en a que plus bouleversé. De même Joseph, presque amicalement, presque fraternellement, j'ai presque envie de t'engueuler. Pourquoi tu nous as rien dit? Pourquoi tu nous as pas dit que tu étais suspendu 3 années professionnellement depuis le mois de mai? Comment as-tu pu garder une mise à mort sociale, une mise à mort professionnelle, une mise à mort financière? Comment as-tu pu garder cela pour toi? Comment n'as-tu pu ne pas en parler aux amis? Si tu nous en avais parlé, sans doute que tu connais mieux les arcanes de la justice que nous, mais enfin on aurait cherché à comprendre quels sont ces gens qui se permettent de condamner à mort professionnellement une personne en lui interdisant de parler pendant 3 ans, en lui interdisant de travailler pendant 3 ans. Quels sont les noms? Sont-ils légitimes? S'agit-il seulement de ce bâtonnier? Y a-t-il d'autres confrères? Quels sont-ils? Peut-on avoir le procès verbal? Peut-on savoir ce qui était reproché à cet homme pour qu'on lui interdise de travailler pendant 3 ans? J'ai lu que le bâtonnier disait qu'il avait été menacé. J'ai lu le journal indélicat de Joseph. Si une menace, c'est de révéler simplement les méthodes pas tout à fait orthodoxes, pour ne dire que ça, de la hiérarchie du baron de Melun, si ça s'appelle une menace, je m'interroge sur le degré entre simplement ça et l'interdiction professionnelle pendant 3 ans. Pourquoi tu ne nous as pas dit tout ça, Joseph? Et moi, j'espère que sa famille, parce que Joseph a été un combattant jusqu'au bout, il n'y a que sa famille qui puisse faire ça, puisque Joseph était secret. Nous avons découvert dans cette circonstance que Joseph avait des frères et sœurs dans la région de Grenoble, notamment, où il sera inhumé religieusement dans son caveau de famille. Mais j'espère que sa famille va approfondir, parce que quand même, j'entendais beaucoup de personnes qui parlaient de démocratie et tout. Comment, dans la France de 2015, on peut suspendre 2 ans le policier Sébastien Jalagnon à Lyon, simplement parce que ce policier alerte sur Facebook de la réalité de l'État islamique? Comment on peut suspendre 2 années une personne comme ça? Comment on peut suspendre 3 années Joseph? Et puis Joseph, tu nous en as caché des choses aussi, parce que moi, depuis ta mort, j'avoue que je lis les journaux, et alors j'en découvre des vertes et des pas mûres. Je découvre que tu étais proche de l'extrême droite, Joseph. Tu m'avais bien caché ça, parce que proche de l'extrême droite, pour moi, ça veut dire que tu étais contre les élections démocratiques. Ça veut dire que tu étais contre le pluripartisme. Ça veut dire que tu étais contre la laïcité, que tu étais pour des théocraties religieuses. Ça veut dire que tu étais contre l'égalité des hommes et des femmes. Ça veut dire que tu étais contre la liberté de conscience. Ça veut dire que tu étais contre la société civile et contre tous les pouvoirs, tous les contre-pouvoirs de la société civile. Mais tu m'en as caché des choses, parce que moi, j'avoue, Joseph, dans toutes les discussions que j'ai pu avoir avec toi, à chaque fois que nous avons préparé des procès ensemble, à chaque fois qu'il nous est arrivé d'échanger sur la situation politique, sur la situation économique, sur la progression de l'islam, à chaque fois qu'il nous est arrivé d'évoquer nos passés, puisque Joseph, tu venais de la gauche, nous avons partagé ça, tu étais trop attaché à la nation pour rester dans cette gauche qui abandonnait la nation. Chaque fois que nous avons discuté, je n'ai jamais entendu un discours proche de l'extrême droite.
j'ai toujours entendu, quand j'ai échangé avec toi, le discours d'une personne née en Italie, qui était venue en France, qui était, contrairement à beaucoup de nouveaux venus, qui était reconnaissant à la France de l'accueil qu'elle avait donné à ses parents et à lui, qui était reconnaissant à la France de lui avoir permis de faire des études, qui lui avait permis de devenir professeur. Et puis, tout simplement parce que c'était quelqu'un qui savait se remettre en cause et qui était peut-être pas bien dans l'éducation nationale, qui, à 40 ans, a choisi de quitter le confort, guillemets, de l'éducation nationale, la sécurité de l'emploi quand même, pour prendre le risque de devenir avocat. Joseph remerciait la France de l'avoir accueilli, de lui avoir permis tout ça. Il était patriote, il était républicain, il était démocrate, il était profondément laïque. Mais j'ai jamais entendu Joseph me parler de propos qui me permettent de le qualifier de proche de l'extrême droite. Jamais. Et puis, je vais vous raconter quand même quelques anecdotes sur Joseph. C'est une véritable question pour nous, puisque j'en ai parlé à Christine. Nous avons énormément de procès sur le dos, c'est le moins qu'on puisse dire, et j'ai sollicité Joseph sur un ensemble de procès que nous allions avoir. Je l'ai sollicité il y a environ un mois pour lui proposer quelques procès. Et Joseph m'a dit, écoute, nous avions notamment un procès qui devait avoir lieu fin janvier, début février. Et Joseph m'a dit, je ne peux pas fin janvier, début février, parce que je vais avoir une intervention chirurgicale qui va m'éloigner pendant 2 ans du barreau. Pendant 2 mois, qui va m'éloigner pendant 2 mois. J'avoue que depuis cette confidence et depuis la date du 27 octobre, c'est une pensée permanente, c'est-à-dire, avait-il déjà pris cette décision? Ou bien sa décision s'est-elle accélérée? Je crois que nous ne le saurons jamais et ça fera partie de son secret. Peut-être également parce que pour bien comprendre la personnalité de notre ami Joseph, je vais vous raconter, je suis certain qu'il serait flatté que je vous raconte cette anecdote. Il m'appelle un soir au téléphone et il me dit « Oh là 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 là, Pierre, si tu savais, j'ai failli faire une connerie qui aurait pu coûter cher à Riposte laïque. » Je me dis « Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit que l'islam était une religion d'amour, de tolérance et de paix. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il a dérapé, qu'est-ce qu'il a fait ? » Il me dit « Figure-toi que j'étais dans le métro. Et dans le métro, il y a une jeune racaille qui a essayé de me piquer ma sacoche. Il me dit, j'ai pas réfléchi, je me suis retourné, je lui en ai collé une. Il est tombé dans les escaliers. Et il m'a dit, tu te rends pas compte s'il se tue dans les escaliers ou si je suis arrêté par les flics. Mon geste aurait eu des conséquences pour Riposte laïque. Donc on sentait en même temps qu'il était fier d'avoir réagi comme un Gaulois, qui ne se laisse pas dépouiller sans réagir, comme un homme, tout simplement, un homme qui défend son bien et qui ne dit pas « servez-vous, excusez-moi d'être français, c'est pour vous ». Il a réagi comme un Gaulois, comme quelqu'un qui a des convictions, qui sait ce qu'il a gagné à la sueur de son front et qui n'accepte pas le discours de l'excuse, le discours de la repentance et l'espèce de culpabilité post-coloniale dans laquelle on nous enferme. Donc c'est cette anecdote, et puis j'ai envie de vous dire, comme je vous le laissais entendre, qu'est-ce qui va nous manquer? Parce que du boulot, il y en avait pour lui. Il y en avait énormément. Hein. Je vous rappelle qu'il aurait pu s'occuper d'Anne Hidalgo, qui porte plainte contre notre dessinateur, après avoir fanfaronné dans toute la France « Je suis Charlie ». Je suis Charlie, mais pas pour ceux qui ne pensent pas comme toi, quand même. Il aurait pu s'occuper du milliardaire Pierre Berger. Il aurait pu s'occuper des 4 plaintes de Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur, quand même, ministre de l'Intérieur, qui a sans doute rien de plus urgent à faire dans une France à feu et à sang et dans une France ensauvagée que de porter plainte contre nous. Il avait vraiment beaucoup de travail. Et puis, c'est surtout ce que disait Christine, ses conseils. Je me suis amusé à remonter sur les commentaires de Riposte laïque, où il postait régulièrement des commentaires tests. Et jusqu'à la fin, presque le dernier jour, il tenait à amener ses précisions. Et puis, nous avions fait, j'entendais beaucoup de nos amis qui parlaient du rôle des avocats, justement à cause du travail que nous avions fait un collectif d'avocats.
C'est-à-dire que nous avons une liste avec à peu près 5 ou 6 avocats et nous les sollicitons à chaque fois que nous avons un problème. Et c'est clair qu'on va dire le Lucky Luke des avocats, celui qui dégainait le plus vite, celui qui répondait toujours, c'était notre ami Joseph. D'un mot simple, encore merci Joseph, et en pensant à toi, on continuera de toutes nos forces le combat dans lequel tu nous as aidés, toi dans les prétoires. Nous, ce combat, on va le continuer dans la société civile en pensant à toi en permanence. Encore merci Joseph. Bonsoir à tous les amis de Joseph. Vous vous doutez bien que pendant que je vais vous parler, je vais de temps en temps évoquer la Bible, parce que nous sommes dans l'Église et c'est un homme de Dieu qui vous parle. Donc, de temps en temps, excusez-moi si je serai obligé de faire un petit saut vers la Bible. Vous ne vous imaginez pas, c'est comme une coïncidence. Vous rendez hommage à qui? À Joseph. Et c'est lui qui parle, c'est Joseph. C'est comme une coïncidence. Vous avez laissé tout ce que vous aviez à faire aujourd'hui. Sûrement, il y avait des rendez-vous, il y avait des sorties, mais vous avez accepté de tout quitter pour venir rendre hommage à Joseph. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça souligne le fait que tout le monde est important. Tel que soit celui que tu es dans la vie, tel que soit ce que tu fais dans la vie, tu es, je vous invite à répéter ce mot avec moi, s'il vous plaît. Tu es, tout le monde est important. Regardez bien les choses, comment elles se passent. Joseph est mort, mais Joseph est encore vivant. Joseph vit par nous. Joseph est là par nous. Joseph demeure maintenant immortel. Pas par le geste qu'il a posé, parce que seul Dieu était témoin de ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas réellement dire qu'est-ce qui a motivé Joseph à poser son acte. N'oubliez pas, la colère, ce n'était pas seulement pour Joseph. Il y a des moments où chacun de nous se met en colère. Et quand tu te mets en colère, il y a une partie de toi qui te pousse et que tu n'acceptes pas et tu ne sais même plus pourquoi est-ce que tu as posé certains actes. L'homme est né seul. Si vous regardez, l'homme grandit seul. Quand tu as des problèmes, tu les affrontes tout seul. Et quand tu meurs aussi tout seul. Voilà la situation dans laquelle notre frère Joseph était. Très émouvant, en pensant à Joseph, je suis seulement passée dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez de moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel et triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Que mon nom soit prononcé comme il l'a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié, elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de votre pensée? Je t'interromps, on entend juste que ça marche, c'est-à-dire que le quartier est en train, juste 30 secondes, est en train d'entendre la Marseillaise en hommage à Joseph. Et on va la chanter.
3 lignes. 3 lignes, on chante. Donc je disais que le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de votre pensée? Simplement parce que je suis hors de votre vue. Je vous attends, je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez, tout est bien.